dans notre série de discussions sur l'histoire de notre pays, nous allons parler du 5 octobre. Il y a 30 ans exactement, la révolte, certes désordonnée de la jeunesse, ébranlait la dictature et inaugurait l'ouverture politique dans notre pays. Que s'est-il passé le 5 octobre? Les événements d'octobre 88, en réalité, ont commencé le 3 juillet à Rouiba, à l'usine de camions Sonacom. C'était une grève pour des revendications salariales. Ils tiennent bon, obtiennent des promesses, et à la rentrée, le 25 septembre, ils se remettent en grève pour demander l'application des promesses qui leur avaient été faites. La grève s'étend à toute la zone de Rouiba. Elle va vers la zone de Oued-Smar, la zone industrielle de Oued-Smar toute proche. Arrive à la zone d'El Harrach, celle du Sindé et enfin la région d'Alger-Centre. Toute la population d'Alger est témoin du déploiement policier massif et de la détermination, de la fermeté des grévistes ouvriers. Une rumeur circule. Il y aura une grève générale le 1er octobre. Puis la date du 5 octobre est avancée pour la dite grève générale. Le 5 octobre au matin, des dizaines de jeunes défilent sur la rue Hassiba Mbouali, venant de Belouizdad et se dirigeant vers le commissariat central. À la fin de la journée du mercredi 5 octobre, tous les quartiers d'Alger sont gagnés par le phénomène émeutier. Le lendemain, jeudi, le week-end, ce sont les villes, les petites et les grandes villes de la Mitidja qui sont gagnées par la protestation des jeunes. Le vendredi à 20h, le ministre de l'Intérieur, M. El Hadi Khdiri, avoue à la télévision son impuissance devant une protestation devenue nationale. L'armée remplace la police impuissante et installe son dispositif dans la ville. Les jeunes, très jeunes manifestants, brûlent les bus, s'attaquent à toutes les représentations de l'État, administration, commissariat, mais aussi entreprises publiques qui sont saccagées et magasins de l'État comme les Souq al-Fallah qui sont pillés. Le pouvoir se contente de défendre les points stratégiques. Des voitures banalisées surviennent alors et tirent sur les manifestants. Mais la protestation continue, la mobilisation continue. Le 10 octobre, le lundi 10 octobre au matin, des jeunes revenant d'une manifestation au centre-ville sont mitraillés par les soldats de faction devant le siège de la DGSN. Il y a des morts, des blessés, des soldats en pleurs, une situation tragique qui porte l'émotion à son comble. À 20h ce même lundi, Chedli, le président de la République, verse une larme sur les victimes et promet des réformes politiques. Les émeutes s'arrêtent immédiatement, mais la mobilisation continue. Partout dans les quartiers, des comités se mettent en place pour rechercher les jeunes disparus, les jeunes enlevés par les forces de sécurité. Et la répression continue, les enlèvements continuent, les tortures continuent et la situation reste une situation de protestation générale. La dictature est ébranlée. Il s'agit maintenant de concrétiser nos acquis, de les imposer. Les étudiants arrivent à ce moment-là, vers la fin octobre, dans les universités, parce qu'à l'époque, la rentrée universitaire était tardive. Les étudiants sont mobilisés depuis la grande grève générale dans 20 universités, où ils ont imposé leurs revendications et réussi à faire renvoyer le ministre en place, Abdelhak Brarhi. Les étudiants sont dirigés, animés par des militants du groupe communiste révolutionnaire, le GCR, nos camarades, qui voisinaient avec d'autres groupes de gauche, notamment les camarades du PAGS, Parti d'avant-garde socialiste. La mobilisation étudiante devient l'avant-garde de la protestation populaire. Les étudiants mettent en place le comité contre la répression et la torture, qui prend diverses initiatives, qui diffuse dans les rues, ce qui est inouï, des prospectus, qui organise le 3 novembre 88 à Bouzerrea le premier meeting pluraliste de l'Algérie indépendante. Et à côté d'eux, il y a des initiatives dans les milieux intellectuels, notamment le RAIS, Rassemblement des artistes intellectuels et scientifiques, animé par des militants du PAGS,
le comité contre la torture, proche du Reich, qui est relativement unitaire et beaucoup plus vaste. Il y a aussi le comité de liaison interuniversitaire animé par des militants issus d'une tradition marxiste-léniniste. Malheureusement, ces initiatives démocratiques multiples, au lieu de converger, ont eu plutôt tendance à s'opposer et à se concurrencer. C'est l'exemple du 24 novembre 88, où les étudiants avaient prévu une marche populaire massive place du 1er mai, et cette marche populaire n'a pu avoir lieu parce que le dispositif policier était trop puissant. Les étudiants se sont repliés alors vers la fac centrale pour y tenir un rassemblement symbolique pour l'honneur. D'autres militants poussaient les manifestants à aller vers la gare du Hama et à prendre le train vers Bab Zoar pour rejoindre la manifestation de l'après-midi, celle initiée par le comité contre la torture, donc une initiative malheureusement concurrente. N'exagérons rien. Ensemble ou séparément, nous étions trop faibles pour faire face aux moyens de l'État bourgeois. Nous étions trop faibles pour être capables de mobiliser les gens et de tenir face aux appareils organisés de l'État et à leurs moyens de communication. Nous n'avons pas pu imposer la démocratie, mais nous avons imposé quelques acquis démocratiques. Nous avons imposé un minimum de liberté de s'exprimer, de s'organiser et de s'affirmer dans l'opinion publique. Ces acquis ne sont pas un cadeau du pouvoir. Le pouvoir en était encore à réfléchir à des tendances, à des courants au sein du FLN quand nous affirmions des partis dans la scène publique qui débattaient dans les campus, dans les rues. Nous avons imposé nos libertés. Mais le pouvoir, ce qui était important pour lui, c'était d'utiliser la pression populaire pour délégitimer le système populiste en place et aller vers le libéralisme économique, vers les privatisations. Le marché qui était proposé était celui-là. Vous voulez la liberté? D'accord. La liberté de parler, la liberté de créer des partis et de fonder des journaux, mais aussi la liberté de spéculer, de commercer, d'acheter au dinar symbolique les usines de la collectivité nationale et de s'approprier les terres et les richesses du peuple algérien. La question qui se pose le plus souvent, c'est s'agit-il d'une révolte spontanée ou d'une manipulation? Toujours, quand les masses populaires se mettent en mouvement, on cherche le manipulateur. Ça sera un manipulateur étranger ou national, mais toujours un manipulateur venu des classes dirigeantes, parce que ceux d'en bas sont là pour travailler et obéir. Aucun mouvement historique n'a échappé à cette accusation. Ni le mouvement de libération nationale du 1er novembre, ni la révolution russe, ni aucun mouvement, aucune transformation historique n'a échappé à cette accusation. Alors on nous dit, le retrait de la police est un signe de complicité avec les émeutiers. Mais non, la police se retire toujours quand il y a trop d'émeutiers. On nous dit, les tirs des voitures banalisées et mystérieuses, c'est un signe qu'il y a un complot. Mais non, c'est le contraire. On tire sur les jeunes pour les faire rentrer à la maison. C'est le contraire, ce n'est pas pour participer à l'émeute. On nous dit aussi, et les grands responsables nous disent que voilà, il y a un courant du pouvoir qui aurait voulu, disons, déstabiliser les choses pour imposer le libéralisme. Et supposons que ce petit complot ait eu lieu. Eh bien, cela n'a rien à voir avec l'histoire grandiose que nous avons vécue. L'ampleur nationale du mouvement dément que ce soit une petite opération de quelques services secrets. De la même manière, la façon dont s'est développée l'émeute, la progression par contagion géographique des grèves, la progression par contagion géographique des émeutes, c'est quelque chose qui dément qu'il y ait un chef d'orchestre qui ait organisé tout ça. La deuxième question qui se pose, et celle-là malheureusement,
ces méfaits durent encore et dureront très longtemps. C'est qu'on nous dit que c'est les islamistes qui ont organisé les événements d'octobre 88, la protestation populaire d'octobre 88. Ça vient d'un autre travers, celui de la pensée bourgeoise, métaphysique, qui considère les choses comme figées. Quand une chose existe, elle a toujours existé, elle existera toujours. Puisque les islamistes sont hégémoniques dans la jeunesse en 92, c'est que forcément ils étaient déjà hégémoniques en 88. Et jusqu'à nos jours, on nous dira qu'il y a les réseaux dormants du Fils, et on regarde la population algérienne et les masses populaires avec une méfiance accrue. Ce n'est absolument pas comme ça que se passent les choses. Une anecdote, deux anecdotes, et cela s'éclaircit. Les émeutiers ont attaqué les 3 brasseries d'Alger, et ils ont bu tout l'alcool qui s'y trouvait. Ce n'étaient pas des islamistes. Ils sont restés saouls pendant 3 jours devant ces brasseries et ont été cueillis par la police. Les islamistes ont essayé de contacter le mouvement le 7 et surtout le 10. Quand Ali Belhadj s'est présenté à la tête de la manifestation, les manifestants n'étaient pas en Gondoura, il avait quelques partisans seulement qui avaient l'habit islamiste de l'époque. Ce n'étaient pas des islamistes. La jonction avec les islamistes s'est faite beaucoup plus tard, au courant de l'année 89. Elle s'est faite parce que l'État a été capable de nous contenir, de nous faire taire, d'empêcher nos rassemblements, nos manifestations. Il a été capable de nous cacher à la population. Mais il n'a pas jugé bon d'interdire les 3-4 mosquées intégristes, Jama Sunna fi Bab el-Oued, la mosquée de Qubba, interdire à ces mosquées de continuer à diffuser par mégaphone leur propagande dans le quartier. Alors que nous étions silencieux, chaque soir, ces mosquées intégristes envoyaient en enfer le président Chadli et ses compagnons, cette voix radicale qui continuait d'être audible pendant que nous étions incapables de faire parvenir notre message, cette voix-là est devenue une référence pour les jeunes qui, un jour, ont enlevé leurs chaussures, sont rentrés à la mosquée pour écouter de plus près Belhadj, et l'hégémonie du Fils sur la jeunesse était en marche à partir de cet événement-là que nous datons précisément. Ce phénomène, nous l'appelons aussi syndrome iranien, parce qu'en Iran, la même chose s'est produite. Qui a combattu le Shah d'Iran? Khomeini? Non, Khomeini était à Paris, surveillé par la SAVAK et surveillé par l'impérialisme français. Qui a combattu le Shah d'Iran? Ce sont les Moudjahidine Khalq. Ce sont les Fida'in Khalq dont le nom ne doit pas vous effrayer. C'était plutôt des marxistes-léninistes, un peu populistes. Il y avait aussi les trotskistes du PST qui ont organisé la grève générale d'Ahwaz. Mais c'est les Moudjahidine Khalq, les Fida'in Khalq, qui ont attaqué la première caserne, celle de l'aviation, qui ont pris des armes, qui l'ont distribué ces armes à la population. Mais le Shah d'Iran était capable, comme Chadli était capable de nous contenir. Le Shah d'Iran était capable, lui qui tire à coups de canon sur les manifestations, capable de faire refluer ses militants de gauche. Par contre, les mosquées iraniennes continuaient à être un lieu de recours, un refuge. Et les mollahs, c'est-à-dire les imams de ces mosquées, est devenu le réseau qui structurait la population. L'ayatollah Khomeini est revenu. Il est revenu non pas comme dirigeant d'un mouvement, mais comme drapeau d'un mouvement qu'il ne connaissait pas, qu'il allait découvrir à cette occasion. Un autre questionnement, c'est celui qui interroge. Pourquoi les jeunes ont explosé? On aime bien avoir la position de l'exotisme. Voilà, en Algérie, c'est spécial, les jeunes, vous savez, les jeunes, c'est comme ça, puis il y a les hétistes. Mais non, les hétistes, il y en a dans toutes les grandes villes d'Europe. Ça correspond aux mêmes raisons que les hétistes de 90 chez nous. C'est le chômage massif des jeunes.
Les jeunes ont explosé le 5 octobre. Est-ce que c'était la première fois? Non. Pourquoi ont-ils explosé? Ils ont explosé parce qu'il y avait un mécontentement social. Et ça, depuis les années 70, pendant le règne de Boumedienne. Les manifestations ont commencé par les grèves ouvrières, celle de 72, la RSTA, 75, Sonacom Cuba, c'est-à-dire emballage métallique, et d'autres grèves sporadiques, les étudiants par-ci, par-là, etc. Mais ces grèves-là sont devenues la grande vague de grèves de 77-82. Après la grève des cheminots, il y a eu des grèves dans la zone de Rouiba, partout en Algérie, il y a eu des grèves entre 77-82. Et ces grèves ont obtenu une augmentation de 75% du SMIC. À l'époque, il y avait une usine dans chaque ville. Et la ville, c'est-à-dire les familles ou les voisins de ces travailleurs, vivaient de l'activité de ce bastion qui tenait des assemblées générales par les politiques, par les syndicats, par les revendications sociales. Et on vivait des rumeurs. Il paraît que Sonacom est en grève. Il paraît que RSTA va se mettre en grève. On vivait de l'activité, du dynamisme du mouvement ouvrier. Mais en 82, il y a eu une répression dure, une répression grave. La grève de Sonacom Rouiba a été délogée par des policiers accompagnés de chiens. Ils ont été chassés de l'usine qu'ils occupaient. Ils ont été obligés de signer un engagement à ne plus activer pour pouvoir reprendre leur poste, et plusieurs centaines, 200 je crois, de syndicalistes actifs, de militants actifs de la lutte, ont été licenciés de Sonacom. À Boufarik, il y avait une grande base logistique de Sonatrach. Les hélicoptères de l'armée l'ont attaqué, ont chassé les ouvriers, et depuis ce jour, c'est-à-dire depuis 82 à nos jours, ça s'appelle la base centrale logistique de l'ANP. Après cette répression, il y a eu un certain reflux chez les travailleurs. Il y a eu aussi un certain reflux de la confiance que les masses populaires avaient dans le mouvement ouvrier. Et ce reflux n'est pas algérien. Il n'y a pas besoin de faire d'exotisme. Ce reflux existe à travers le monde à cette époque, dans la décennie 80, quand on a commencé à voir, disons, le mouvement ouvrier hésiter et le mouvement ouvrier perdre son rôle de direction des travailleurs du monde et de direction des peuples en lutte contre l'oppression. C'est à ce moment-là que les jeunes ont commencé à avoir une activité autonome. Ils s'étaient déjà exprimés en 1980 à Tizi Ouzou, lorsque la population, enfin la jeunesse de la région de Tizi Ouzou s'était mobilisée contre la répression que subissaient les étudiants le 20 avril, puisque le 20 avril, les étudiants étaient agressés par des groupes de policiers avec des centaines de blessés, 500 rien qu'à Tizi Ouzou. Cette mobilisation a connu d'autres épisodes. En 1982, c'est à Oran qu'il y a des marches, des émeutes dans les rues d'Oran contre les nantis, contre les potentats locaux enrichis. En 1984, suite à une pénurie d'eau, c'est la Casbah qui se révolte et qui gagne la partie face à la police. En 1985, il recommence. Mais cette fois, la police avait recruté 3000 jeunes à peu près qui ont inondé le mouvement. Mais le mouvement est resté, puisqu'à travers les stades, dès cette date-là, on a vu ces slogans politiques contre la hausse des prix, contre la répression, contre les dirigeants du pouvoir, slogans qui continuent jusqu'à nos jours à échapper à tout contrôle. Nous avons eu ensuite, en 86, le mouvement de Constantine et des villes de l'Est. C'était une grève dans un restaurant universitaire. La police arrive avec des chiens et malmène les étudiants. Les jeunes du quartier ont commencé alors à jeter des pierres sur le dispositif policier, sur les policiers qui encerclaient le restaurant universitaire. Ça s'est étendu ensuite aux villes de l'Est, d'où étaient originaires les étudiants du campus de Constantine. Donc 88, ce n'est que le couronnement de cette vague de grève de la jeunesse qui avait eu lieu ici et là, partout, pendant la décennie précédente. Une dernière question qui se pose sur octobre,
c'est la question du rôle des étudiants. Les étudiants ont joué donc le rôle dirigeant. Est-ce que c'est la première fois dans le monde que les étudiants jouent un tel rôle? Non. Il est connu que pendant la révolution de Vienne en 1920, les étudiants jouent un rôle politique particulier en l'absence d'un grand parti radical pour diriger le mouvement ouvrier. Nous avons eu aussi l'exemple national de 80 où l'Assemblée générale des étudiants de Tizi Ouzou, qui n'étaient pas bien nombreux, ils étaient 1700, mais c'est leur assemblée générale qui était la direction des émeutes de toute la wilaya, c'est-à-dire qu'elle fixait les dates des manifestations, les mots d'ordre, les revendications. C'est donc un phénomène connu. Il est dû à quoi? Il est dû à l'absence de parti dirigeant le mouvement, d'un parti politique représentatif de la protestation sociale. Et justement, les partis qui sont sortis de la clandestinité à ce moment-là, ils étaient faibles. Ils étaient faibles d'abord parce qu'ils étaient clandestins. On ne peut pas construire des grands partis cachés. Le PAX, la plus grosse organisation de gauche, le PAX était faible, était une petite organisation. Le PAX en plus était estomaqué, intimidé, assommé par la répression spécifique qu'il a subie avec 200 de ses militants et sympathisants qui ont été enlevés et sauvagement torturés en prévision de l'annonce de quelques complots afin d'intimider le mouvement de masse et de faire refluer les gens vers leur domicile. Mais c'est valable pour les autres groupes qui peuvent être méritoires, mais qui n'ont pas la capacité d'affronter l'État bourgeois. Et dans ces conditions-là, les étudiants jouent le rôle de substituts de parti. Ils ne sont pas faits pour. Ils ne sont pas organisés pour produire un programme politique. Mais leur façon de fonctionner dans des campus regroupés facilite la centralisation de l'information et la coordination des acteurs politiques. C'est donc un phénomène qui n'est pas spécifique à l'Algérie ou au mouvement de 88. Pour éviter que les étudiants soient le substitut de parti, il faut donc un parti. Il faut un parti ouvrier, un parti qui dirige les masses populaires, qui leur donne une orientation. Et sans ce parti, les étudiants ne peuvent que de façon imparfaite suppléer à cette inexistence. C'est ce qui nous est arrivé. Donc nous ne pouvions pas réussir parfaitement notre confrontation d'octobre 88 parce que la maturation politique était incomplète et la construction du parti, quand je dis le parti, c'est pas simplement un appareil, c'est un appareil et son rapport aux masses populaires, son rapport aux travailleurs, sa structuration de la classe ouvrière et des masses populaires. Les libertés conquises en octobre 88 sont toujours là. Le pluralisme est toujours là, mais très diminué. Des attaques incessantes contre nos libertés les plus élémentaires, le droit de manifester dans les rues d'Alger, interdit depuis la décision de Benflis en 2001, l'interdiction de manifester dans d'autres villes, comme on a pu le voir dans les récents événements de Constantine, où plusieurs partis n'ont pas eu le droit de manifester. Ces attaques incessantes contre nos libertés sont dues à une raison fondamentale. En 88, nous étions portés par la protestation populaire. Aujourd'hui, les masses sont désenchantées par rapport à la démocratie. Elles sont déçues des partis, elles sont déçues des libertés, elles sont déçues des élus. Il est facile pour le pouvoir, il a beau jeu le pouvoir, d'essayer de nous discréditer encore la démocratie et les libertés. Mais il n'ose pas aller trop loin. À plusieurs reprises, comme lorsque Bouteflika disait il y a dans les grandes démocraties 2 partis, pas plus, ou Moussa el-Hajj, Hajj Moussa, mais il n'a pas osé aller jusque-là et instituer ses amis comme seul parti. Non. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur que les masses se remobilisent. Il avait peur d'une riposte. Parce que si les masses sont désenchantées et sont attentistes sur le plan politique, sur le plan social,
les masses sont très dynamiques. La mobilisation sociale dans toutes les régions d'Algérie n'a pas cessé. Il y a une insolence populaire incroyable qu'on ne retrouve pas dans les pays de grande tradition démocratique qu'on nous cite en exemple. On coupe la route même à un cortège de premiers ministres. On ferme les institutions publiques, les daïras, les mairies, pour une revendication claire. Le logement, le gaz, l'eau, des choses de la vie, l'emploi. Donc, cette insolence populaire, ce dynamisme populaire, interdit au pouvoir la fermeture démocratique dont il rêve. Même si, par moments, il fait pression sur nos libertés, même si créer un parti est du domaine de la volonté du prince, même si fonder une administration dépend de leur bonne volonté et non pas de nos droits démocratiques, manifester encore moins, mais ils n'osent pas aller jusqu'au bout de leur logique répressive. Sur un autre plan, la libéralisation a marqué de nombreux points, mais elle n'est pas achevée. Ils n'ont pas fini de dépecer le gâteau, ils n'ont pas fini de se partager le pays. Rappelez-vous, ceux qui ont fait octobre 88, ce ne sont pas les barons actuels du commerce de gros, ce sont les enfants de la misère, ce sont des gens qui étaient dans les zones de bidonville ou dans les zones qui ont été chassés, relogés par Chadli lors de son opération de bidonvillisation. Ceux qui ont fait octobre 88 ne voulaient donc pas déboucher sur une Algérie où existent des Haddad, des Rabrab et des Tahkout qui accumulent les milliards. Ce qu'ils voulaient, c'était la dignité, le logement, l'emploi, le qraya, la santé. Ces jeunes-là, ils ont été trahis par l'histoire qui a suivi les 30 dernières années. Il y a une libéralisation, il y a eu des cadeaux qui ont concerné les plus riches, à qui on a donné au dinar symbolique des biens collectifs, des unités industrielles qui marchaient, des terrains. Cette libéralisation n'est pas achevée. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du FMI, des grandes puissances, on continue à aboyer contre le régime qui pourtant est d'une complaisance rare. Quand on pense au contrat scandaleux avec Alstom, quand on pense que l'eau d'Alger est gérée par le groupe Suez, que l'aéroport est géré par Aéroport de Paris, quand on pense au kilomètre carré de concessions pétrolières qui leur auraient été accordées, c'est curieux qu'on continue, que les Occidentaux continuent à financer des gens qui aboient sur le régime algérien. C'est qu'ils veulent plus. Ils veulent la néocolonisation complète du pays. Ils veulent une libéralisation totale. L'Algérie, zone franche, et non pas l'Algérie qui négocie, qui subventionne encore les prix pour les pauvres gens, qui maintient la médecine gratuite. Cette transformation n'est pas achevée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de la réaction des pauvres gens. Prenez les lois des finances, par exemple. 2017, 2018, 2019, pas d'impôts en plus, statu quo. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de réveiller le peuple, de réveiller la protestation sociale. Demain, après les présidentielles, on verra. Ils feront ce qu'ils pourront pour nous étrangler, pour nous arracher encore nos derniers biens, nos dernières richesses collectives. Et la dernière leçon qu'on peut tirer d'octobre, c'est que le parti a manqué cruellement. Sans un parti, comment voulez-vous que les jeunes fassent autre chose que piller ? Il n'y avait pas une organisation politique radicale pour organiser la violence des masses contre la dictature. Et aujourd'hui, nous en sommes toujours là. Nous sommes sans drapeau, nous sommes sans programme, nous sommes sans cadre, à la merci d'ambitieux politiciens bourgeois qui nous lanceront des campagnes de diversion sans arrêt. Il faut construire le parti des travailleurs révolutionnaires. Il faut construire le mouvement ouvrier et l'enraciner à travers tout le pays. Et faire de toutes les couches populaires qui s'agitent des alliés de ce mouvement ouvrier qui
est la seule solution pour s'en sortir, la seule solution pour vaincre le capitalisme. Voilà ce que l'on peut dire à propos d'Octobre 88. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine discussion.